Je voudrais d'abord m'excuser. D'abord, je voudrais remercier les organisateurs pour m'inviter à ce séminaire sur les urgences. Et on m'a demandé de parler des urgences au retour d'un voyage, disons, tropical, d'un voyage à l'étranger. À quoi faut-il penser? Quelles sont les pathologies les plus fréquentes? Quels sont les premiers gestes éventuellement à poser? Comme Xavier a dit, on a une période très très chargée à l'Institut aussi pour l'instant, vous vous doutez pourquoi. Donc mes dias, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de les traduire, elles sont en anglais, mais je vais passer très lentement et traduire à l'aise, pour que tout le monde comprenne bien. Le plan de la présentation, je vais vite revoir avec vous finalement qu'est-ce qu'on voit fréquemment comme pathologie au retour. Les syndromes cliniques les plus importants chez les voyageurs, de nouveau chez les voyageurs qui reviennent, et je m'attarderai mais sur la prise en charge peut-être d'une seule pathologie, parce que je n'aurai pas le temps d'en parler davantage, qui sera la malaria, la prise en charge, pas en détail bien entendu, mais actuelle, en 2014. Alors cette dia, je l'aime bien la montrer parce qu'elle vous montre que en 2012, donc il y a 2 ans, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il y a eu plus d'1 milliard de personnes qui ont traversé une frontière entre un pays et un autre pays. Et l'augmentation était encore de 5% l'année passée, et vous voyez la progression qui est prévue encore dans les années à venir jusqu'à 2030, c'est véritablement une progression exponentielle. Tout le monde voyage à l'heure actuelle. Alors tout le monde ne va pas dans les pays tropicaux, mais si on regarde un peu plus finement, Afrique, Moyen-Orient, Amérique, Asie, on peut considérer qu'à peu près 30% des voyageurs actuellement voyagent quand même dans un pays tropical ou subtropical, avec un risque de rencontrer certains pathogènes spécifiques de ces régions-là. Donc la médecine du voyage, la pathologie d'importation, c'est à de l'avenir, je pense. Alors, pour savoir, il faut quand même considérer que quand quelqu'un voyage, de nouveau, j'insiste, vers les tropiques, ce n'est pas un voyage en France ou en Italie, mais dans les voyages sous les tropiques, quoi qu'il arrive, on considère qu'à peu près la moitié, une personne sur 2 tombe malade. Enfin, tombe malade, c'est pas grave, un peu de diarrhée, peut-être une petite fièvre ou l'un ou l'autre inconfort. Mais enfin, il y en a quand même 5 à 15% des gens qui voyagent qui vont être suffisamment malades que pour consulter un médecin, soit pendant le voyage lui-même, soit au retour. Donc ça fait quand même de plus en plus de monde. Et je n'ai pas trouvé d'informations sur la pathologie qu'on voit au retour, peut-être dans des services d'urgence, dans des hôpitaux de grandes villes en Europe. Et donc l'information qu'on a, on l'a dans de centres spécialisés, ce qu'on appelle les cliniques du voyage. On a eu la chance d'avoir 2 très grosses études. Vous voyez, une a été publiée en 2006 avec plus de 17 000 voyageurs malades qui ont été investigués dans 30 cliniques du voyage un peu partout dans le monde. Et puis le même groupe qu'on appelle Géosentinelle a continué à investiguer et a publié ça l'année passée avec presque 50 000 voyageurs malades dans plus de 50 cliniques du voyage de 2007 à 2000. Donc ce sont vraiment des études énormes, très très robustes. C'est un peu les études de référence à l'heure actuelle, en tout cas pour les cliniques du voyage. Donc une population un peu biaisée, c'est pas ce qu'on voit peut-être aux urgences dans un hôpital plus périphérique, mais c'est en tout cas la seule information qu'on a à ce stade. Alors qu'est-ce que nous apprend c'est ce que nous apprennent ces études? Quelles sont les causes principales de consultation dans les cliniques du voyage et donc par analogie vraisemblablement ce que vous risquez de trouver au service des urgences? Première cause de consultation, je pense que personne ne va être surpris après un séjour tropical, ça va être la diarrhée. Donc un tiers des patients malades reviennent avec un problème de diarrhée aiguë ou chronique. Alors dans ces études, ça a été très fortement lié à un séjour en Asie, en Inde, en Asie du Sud-Est. Okay, donc première pathologie, pas de surprise. Quelle serait la deuxième cause de consultation pour un voyageur malade au retour? La fièvre, excellent. Oui, donc les maladies fébriles. Un quart des patients qui consultent dans une clinique du voyage pour une pathologie ont un problème de fièvre. De retour de quel continent? L'Afrique. Okay, donc ce n'est pas une surprise, il y a beaucoup de malaria en Afrique et d'autres pathologies également, mais à présentation essentiellement fébrile. Et quelle est la troisième cause de consultation? C'est peut-être plus difficile. Ce sont les pathologies dermatologiques. Et là, c'est donc à peu près 15-20% des causes de consultation.
Donc c'est vraiment les grands syndromes qu'on voit, hein, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Et de retour de quel continent en particulier? Plutôt l'Amérique latine, étonnamment, Amérique centrale, Amérique du Sud. Beaucoup de leishmaniose et de choses comme ça. Donc voilà, ça vous dépeint, je pense, les 3 syndromes en termes de fréquence que je dirais vous allez, même si on voit moins de voyageurs dans certains hôpitaux, dans certaines consultations, c'est vraisemblablement un de ces 3 problèmes-là. Il y a des choses plus rares, on ne va pas s'y attarder. Alors, quand on parle des diarrhées, c'est bien entendu la fameuse diarrhée du voyageur. Je rappelle quand même que la diarrhée du voyageur, c'est essentiellement une diarrhée aqueuse, souvent non fébrile, aiguë. La fameuse dysenterie bactérienne ou amibienne du voyage, vous voyez que c'est de l'ordre de 10%. Donc la grande majorité des gens qui reviennent avec une diarrhée ont finalement une diarrhée relativement banale, parfois avec un peu de fièvre. Il y a parfois des gens qui vomissent beaucoup, il y a parfois des gens qui ont des diarrhées plus chroniques, mais c'est essentiellement ça. Alors, quelles sont les causes les plus fréquentes? Là, je ne vais pas trop m'attarder, mais il y a eu des études vraiment, des analyses, des revues systématiques. Finalement, la première cause de diarrhée quand on revient d'Amérique latine ou d'Afrique, c'est ce qu'on appelle l'ETEC. ETEC, c'est Escherichia coli entérotoxinogène. Donc ce sont des E. coli qui ressemblent tout à fait à la culture, ils vont ressembler complètement à des E. coli, des E. coli qu'on a dans les intestins. Donc on ne sait pas les différencier sur la base d'une culture, il faut des techniques moléculaires plus sophistiquées. Mais donc les 2 premières causes, c'est finalement des E. coli diarrhéogéniques qui provoquent des diarrhées, ETEC et EAEC, comme vous voyez. Et finalement, les causes que vous connaissez peut-être, le campylobactère, la shigellose, la salmonellose, des maladies très exotiques, finalement représentent une petite quantité de ces pathologies. Et c'est vraisemblablement à cause des formes plus dysentriques, avec fièvre, avec du sang dans les selles. Remarquez quand même qu'à peu près la moitié, malgré toutes les études qu'ont fait les techniques moléculaires les plus sophistiquées, la moitié des causes de ces diarrhées ne sont pas connues encore à l'heure actuelle. C'est vraisemblablement bactérien. Il y a des indications un peu indirectes qui font penser. Donc on peut considérer qu'un patient qui revient d'un voyage tropical, il a 80% de chance à peu près d'avoir une cause bactérienne. Ce qui justifie cliniquement qu'on donne assez facilement un antibiotique à ces gens-là. Ici en Europe, si vous avez une diarrhée, c'est vraisemblablement plutôt viral au départ, en tout cas chez des enfants. Ce n'est pas du tout la même épidémiologie chez un voyageur au retour. Donc la tendance... Je ne dis pas qu'il faut exagérer avec l'emploi des antibiotiques, il y a beaucoup de ces diarrhées qui vont progressivement s'estomper, mais bon, si les gens veulent être vite traités, il faudra souvent avoir recours à un antibiotique. Donc les TEC et les AEC. Alors en Asie, c'est un petit peu différent parce que là, étonnamment, vous voyez, la première cause, ce n'est pas ETEC ou EAEC, mais c'est bien Campylobacter jejuni, donc un germe que vous connaissez, qui existe aussi en Belgique. Étonnamment, c'est la première cause, et donc ça aura une influence sur le traitement empirique antibiotique que vous voudrez donner en attendant les résultats des cultures que vous allez obtenir souvent 2, 3, 4 jours après, quand le laboratoire est ouvert. Vous voyez qu'après, il y a aussi les TEC et les AEC, donc c'est un profil un petit peu différent chez les gens qui reviennent d'Asie. Ce qui est important à savoir, c'est parce que le Campylobacter, vous savez qu'on utilise souvent une quinolone, l'ofloxacine, la ciprofloxacine comme traitement empirique de la diarrhée du voyageur. Souvent même, il y a beaucoup de voyageurs qui partent avec en poche, c'est un traitement de poche. Mais donc, méfiez-vous, si c'est en Asie, il y a davantage de chances que ce soit un Campylobacter. Et vous savez qu'au moins 2/3 des Campylobactères de par le monde actuellement sont résistants aux quinolones. Donc la quinolone n'est plus le traitement empirique de premier choix. Si vous voulez donner un antibiotique à un voyageur qui revient avec une diarrhée d'Asie, d'Inde, la quinolone, vous avez beaucoup de chances qu'elle ne marchera pas. Et donc, le premier choix au voyageur qui revient d'Asie serait plutôt vers l'azithromycine. Vous voyez, la dernière, une macrolide, l'azithromycine, le Zitromax, vous devez connaître. Si c'est un voyageur qui revient d'Afrique ou d'Amérique latine, on peut encore utiliser la quinolone. Donc c'est important de connaître l'épidémiologie parce que le choix de l'antibiotique va varier un petit peu en fonction de la destination du voyage. Alors, concernant les pathologies dermatologiques, la plupart du temps, finalement, ce ne sont pas des pathologies très tropicales, ce qu'on voit au service d'urgence. La plupart du temps, les gens vont venir consulter parce qu'ils ont eu beaucoup de piqûres d'insectes et avec des réactions désagréables, allergiques. Vous voyez, 11% ce sont des réactions allergiques. Ils ont pris l'un ou l'autre médicament. Ils ont peut-être pris justement une quinolone ou une prophylaxie antimalarique et développent une allergie.
Les abcès, donc les cellulites, les abcès, les folliculites, finalement, ce n'est pas tellement tropical, mais c'est très fréquent chez les voyageurs. Et j'ai mis en rouge ce qui était vraiment tropical, la larva migrans cutanée. Ça, c'est quand même assez fréquent. Quand on est dans une clinique du voyage, on voit probablement un cas comme ça une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Les autres causes que vous voyez en bas en rouge, leishmaniose, miase, ça c'est vraiment beaucoup plus rare. Donc finalement, c'est quand même surtout la prise en charge de piqûres d'insectes, un peu comme vous le feriez ici, en Europe, qui est le plus important. Et je dirais que quand j'ai réfléchi, tiens, quelles sont vraiment les choses qu'il ne faudrait pas louper en urgence avec un problème dermatologique tropical ou chez un voyageur qui revient, je pense quand même que le plus important, c'est le plus souvent, ce sera un voyageur qui aura eu des piqûres d'insectes, qui se sera gratté, qui aura surinfecté, et vous allez avoir plutôt des problèmes d'abcès, de cellulite, de lymphangite d'origine bactérienne, staphylocoque, streptocoque, selon le cas, comme ici. Parfois, c'est vrai qu'il y a des formes un peu plus ulcérantes, ulcéronécrotiques. Ça, c'est un patient qui revient du Brésil, et il avait finalement un diagnostic qu'on appelle d'ectyma, donc c'est une forme d'infection un peu purulonécrotique, mais qui était due, on a fait un simple écouvillon de l'ulcère, et c'était pas une leishmaniose, c'était pas quelque chose d'extraordinairement, c'était un streptocoque pyogenes qui a été très facilement traité avec du dalacin, en l'occurrence, avec de la clindamycine. La fameuse larva migrans cutanée, ça c'est quand même relativement fréquent. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà eu ça. C'est ce qu'on voit habituellement chez le voyageur qui revient des belles plages du Sénégal ou du Brésil. Ce sont des vers microscopiques qui sont déposés sur la plage par des chiens ou des chats qui ont déféqué. On ne les voit pas évidemment, on marche romantiquement sur la plage et on peut être infecté. Et puis il va avoir ce trajet linéaire un peu prurigineux. Si vous demandez aux gens, ils ont remarqué que jour après jour, cette petite traînée rouge, c'est pas le ver, il n'y a pas de ver là, c'est véritablement une réaction allergique locale. Le ver, il est juste bien devant, il est microscopique, ce sont des déchets du ver, des excréments du ver sur le trajet qui provoquent cette réaction locale. N'allez pas commencer à ouvrir là, à l'extrémité antérieure en cherchant quelque chose. Ça se traite très facilement avec de l'ivermectine, mais là peut-être qu'il faut quand même demander à l'infectiologue pour en obtenir. Mais ça, je vous le présente parce que ça reste une des choses peut-être les plus fréquentes. C'est pas une urgence, hein. Vous pouvez attendre 2-3 jours après le week-end avant de l'envoyer éventuellement voir le dermatologue. Mais enfin bon, c'est toujours... Ici c'est plus difficile, je ne vais pas passer trop de temps, mais c'est un patient de 70 ans, pensionné, hein, à 70 ans, j'espère qu'on sera pensionné aussi, qui revenait de Tunisie, et alors il a développé cette ulcération un peu pas très douloureuse. Il a pensé que c'était ses lunettes qui provoquaient une petite lésion. Mais on doit toujours se méfier en pathologie du voyage quand on voit ce genre d'ulcération. On a fait un prélèvement et on a trouvé ce qu'on appelle une leishmaniose cutanée. Mais étonnamment, ce patient n'avait pas été infecté en Tunisie alors qu'il revenait de là, et la leishmaniose cutanée existe en Tunisie. Il avait été vraisemblablement infecté quelques mois auparavant, parce que comme il était très actif, il était allé au Brésil auparavant dans la jungle, et il avait vraisemblablement contracté Leishmania brasiliensis. Donc pour vous dire qu'en pathologie d'importation, dans les cliniques du voyage, dans les problèmes cutanés, on fait très très vite des biopsies. Et des cultures et des biopsies parce qu'on a toujours des surprises. On pense que ça aurait pu être aussi une néoplasie cutanée débutante. Il ne faut jamais hésiter à soit envoyer chez le dermatologue, soit de faire vous-même la biopsie. Mais l'aspect clinique est quand même difficile. Alors, 2-3 choses encore. Ça, c'est une collègue médecin qui revenait du Ghana et qui avait des abcès dans le dos. Comme elle était médecin, elle s'était déjà traitée. Elle avait déjà pris plusieurs antibiotiques. Ça n'allait pas mieux. Ce n'est pas une belle image, mais vous voyez quand même cette rougeur. Si vous voyez vraiment tout au centre, alors là, il y a un petit trou qui finalement est assez caractéristique, mais il faut qu'il soit assez grand pour que vous le voyez. Donc au tout début, on ne le voit pas, malheureusement. Et je raconte toujours cette histoire. J'avais commencé à travailler à la médecine tropicale à Anvers, je ne vais pas vous dire quand, il y a longtemps. Et la première semaine, je vois un patient revenir de Guyane française avec de la folliculite comme ça dans son dos. Il me dit, vous êtes sûr, ils appellent ça des vers macaques là-bas, hein, donc vous êtes sûr que ce n'est pas des miases? Je dis non, je ne vois rien. C'est vrai, je ne voyais rien au moment où je le voyais. Il y avait des toutes petites folliculites, c'était encore microscopique. Je lui dis, c'est rien.
Et il est rentré à la maison, et 2 semaines après, sous la douche, les miasmes sont sortis. Il y a plusieurs miasmes. Et donc, il a évidemment envoyé une lettre de plainte directement à mon directeur. Moi, j'étais à peine arrivé. Je n'étais pas très, très fier. Donc, depuis lors, je dis toujours, écoutez, je pense, je vois rien, je ne suis pas encore sûr, mais revenez si ça ne passe pas. Ce qu'on doit toujours dire en médecine, hein, vous le savez. Revenez si ça ne va pas mieux, mais ne dites pas, c'est rien, rentrez chez vous. Je ne le ferai plus jamais. Je ne l'ai plus jamais fait depuis. Je suis toujours resté très prudent. Donc, il y a des miasmes d'Afrique qui sont plus petites, il y a des miasmes en Amérique latine qui sont beaucoup plus grosses, mais ce sont véritablement des vers qui se logent sous la peau et qui grossissent lentement. Bon, après, si vous ne faites pas de diagnostic comme moi, ben, ça va partir un jour ou l'autre. Hein. C'est pas non plus... Il n'y a pas de catastrophe non plus. Hein. Enfin, c'est mieux de faire le diagnostic quand même. N'oubliez pas un diagnostic fréquent chez les voyageurs, on l'oublie souvent, c'est le... Enfin, j'ai pris quelques images, mais c'est vraiment la gale. La gale est très, très, très fréquente chez les voyageurs, en tout cas les voyageurs aventureux qui vont dans des hôtels où on ne change pas toujours les draps. La gale, c'est aussi une maladie sexuellement transmissible, donc les prurites génitaux, pubiens, chez un voyageur, méfiez-vous, il a probablement eu une autre relation un peu intime. Et c'est aussi quelque chose qui se traite facilement, mais si on ne le fait pas diagnostic, les gens traînent ça. Mais je suis d'accord que de nouveau, ce ne sont pas des urgences absolue. Et une dernière image pour la route, le fameux, la plus chic, hein, peut-être certains d'entre vous connaissent, le tunga penetrans, qui est une petite lésion, souvent au niveau des orteils, un peu noire, qui ne provoque pas de gros problèmes, si ce n'est que parfois c'est une source de surinfection, comme ici. Bon, parfois chez des enfants qui reviennent et qui ont été fortement infectés, ça s'enlève assez facilement quand on a l'habitude, c'est pas difficile. Donc ça, c'est vraiment un peu les choses un peu exotiques. Mais donc les voyages tropicaux, ça peut quand même représenter certains dangers. Alors il reste un dernier problème, le fameux problème de la fièvre au retour des tropiques. Ça c'est vous ne pouvez pas lire évidemment, mais c'est ce qu'on voit, le diagnostic différentiel des fièvres au retour des tropiques, tel que vous voyez dans les livres médicaux spécialisés. Je pense qu'il doit y avoir à peu près 50 ou 60 ou 70 diagnostics différents possibles. Alors c'est toujours un problème, c'est un vrai défi hein, pour les médecins quand ils sont confrontés à une fièvre. Alors je vais essayer de rapidement quand même vous montrer des études qu'on a faites nous à Anvers, qu'on a publiées sur plus de 2000 voyageurs fébriles et qui ont correspondu à ce qu'on a trouvé aussi dans GeoSentinel. Si on regarde quand même les causes de fièvre au retour des tropiques, la malaria reste en fréquence le plus important. Vous voyez, ce sont des pourcentages, 27% de malaria dans notre cohorte à Anvers il y a quelques années, 21%, ça dépend bien entendu un peu de l'endroit où les gens ont été. Deuxième cause, ce n'est pas tellement quelque chose de tropical, ce sont des infections respiratoires comme vous voyez ici, la grippe, etc., les pneumonies. Troisième cause, c'est ce dont on vient parler, il y a certaines des diarrhées du voyageur qui s'accompagnent de fièvre, surtout les dysenteries, hein, donc les entérites bactériennes. Et la quatrième cause, on vient d'en parler aussi, ce sont les infections, les abcès, les érysipèles, infections cutanées. Donc la première cause est vraiment tropicale, les trois autres, et même la quatrième, la suivante, les infections urogénitales, on peut faire une cystite ou une pyélonéphrite plutôt, une prostatite en cours d'un voyage. Méfiez-vous, il y a quand même beaucoup d'infections sexuellement transmissibles qu'on diagnostique chez les voyageurs. Il faut toujours aussi l'avoir, chez un voyageur fébrile aussi, il faut toujours avoir en tête. Et finalement, vous voyez la dengue, hein, deuxième pathologie importante tropicale, la fièvre entérique, donc ça ce sont la fièvre typhoïde et paratyphoïde, arrive finalement avec une fréquence relativement modérée, 3, 5, 10% des voyageurs reviennent avec une dengue, donc ce n'est pas. Et alors quoi qu'on fasse, nous on a cherché avec beaucoup d'attention, quoi qu'on fasse, un quart à peu près des fièvres qu'on recherche, on ne trouve pas la cause. Malgré des recherches poussées, je peux vous assurer que dans cette étude on a cherché loin. Bon, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas très graves, des simples rhumes, mais il y a parfois des causes qui ont l'air plus sévères, mais bon, finalement, on ne trouve pas. Il y a vraisemblablement des virus qu'on ne connaît pas encore dans certains coins tropicaux. Alors, ça, je pense, c'est intéressant parce que finalement, quand vous voyez un patient, je vais essayer de vous donner 2-3 clés pour évaluer un patient fébrile au retour des tropiques. La première question, c'est d'où vient-il? Pas seulement pour Ebola, mais d'où vient-il? Parce que s'il vient d'Afrique, là, regardez, le risque... Le risque qu'il ait une malaria est extrêmement élevé. Dans notre cohorte, bien entendu, on a une population biaisée, de nouveau, elle est très sélectionnée, mais 30-35% des gens avec fièvre dans la population fébrile qu'on a évaluée avaient un diagnostic final de malaria.
Deuxième cause, l'infection rickettsiosis, j'en dirai un tout petit mot après. Et la troisième cause venant d'Afrique, mais relativement rare, c'est ce qu'on appelle la schistosomiase aiguë ou le syndrome de Katayama. Je n'insiste pas trop là-dessus. Par contre, si vous revenez d'Asie ou d'Amérique latine, ce n'est pas la malaria la première cause de fièvre, mais à l'heure actuelle, c'est vraiment la dengue. Donc je dirais que c'est un peu les deux pathologies à connaître, ou en tout cas avoir entendu parler. La malaria, forcément, on va le voir que ça peut être très grave. La dengue, par sa fréquence, qui est en augmentation. Donc le pays de destination, l'endroit où les gens voyageaient, a évidemment un impact important sur votre diagnostic différentiel. Est-ce que ça a changé? Parce que ça, c'était une étude qu'on a publiée entre 2000 et 2006. Est-ce que ça a changé récemment? Il y a quand même 2-3 choses qui bougent. On a vu ces dernières années de plus en plus de dengue après un séjour en Afrique. Avant, en Afrique, c'était la malaria et ailleurs, c'était la dengue. Maintenant, la dengue est en train de se répandre aussi en Afrique. Bon, il y a les vecteurs, il y a les moustiques compétents là-bas. Donc ça devient un diagnostic de plus en plus important à considérer en Afrique également. Et ailleurs, je dirais que ce qui a bougé beaucoup les dernières années en Asie du Sud-Est, c'est l'épidémie de chikungunya, que vous avez peut-être entendu parler, une maladie qui ressemble à la dengue, qui donne aussi de la fièvre et des arthralgies assez sévères. Ça, il y a manifestement beaucoup plus de cas, vous pouvez le voir. Et maintenant, la chikungunya a envahi toute la région d'Amérique centrale, des Caraïbes et même maintenant le sud des États-Unis. Donc on voit finalement des chikungunya à peu près partout. Donc c'est un diagnostic qu'on doit finalement évoquer quasiment chez tous les voyageurs qui reviennent avec de la fièvre. Donc vous voyez, ça bouge quand même, c'est très dynamique. Je ne vais pas passer trop de temps sur cette dia-ci, mais finalement, les diagnostics tropicaux, il faut sûrement, c'est la première colonne, il faut sûrement penser aux diagnostics exotiques pendant le premier mois après le retour. Là où tout est possible, la dengue, l'Ebola, les rickettsiosis, etc. Là, le diagnostic différentiel, il est très étendu, il est très compliqué. Je pense qu'il vaut mieux parler avec un infectiologue qui lui-même parlera peut-être avec quelqu'un de l'Institut de médecine tropicale. Après 2-3 mois après le retour, si la fièvre commence 2-3 mois après le retour, il reste encore quelques pathologies tropicales possibles. Mais au-delà de 3 mois, il n'y a quasiment plus rien. C'est toujours une question qu'on se pose aux urgences. Tiens, le patient a voyagé il y a 4 mois en Afrique et il vient avec de la fièvre ce soir. Quel est le risque que ce soit encore lié à son voyage africain? Il n'y a qu'une seule pathologie qu'il faut évoquer, c'est la malaria. Il y a des cas, des malarias qui peuvent se présenter plus tard. Mais les malarias qui se présentent plus tard sont en général les formes moins sévères. Vous savez qu'il y a la forme sévère à falciparum, qui a une incubation relativement courte, et puis les formes non falciparum qui peuvent survenir parfois des mois, voire même des années après un séjour tropical. Donc un seul test à faire au retour des tropiques, si vraiment c'est un voyage un peu lointain dans le temps, pas dans l'espace mais dans le temps, c'est de faire une goutte épaisse et une recherche de la malaria. Il ne faut pas se lancer dans d'autres choses trop compliquées. Autre chose importante, vous analysez d'où vient le patient, vous analysez quel est le délai depuis le séjour, et le début de la fièvre. Et la troisième chose, c'est de voir quel type de voyageur vous avez affaire. Finalement, quand on regarde ce tableau, qui vient aussi de la même étude toujours, on voit certaines maladies comme la dengue, comme la rickettsiosis ou comme la schistosomiase seulement chez le touriste occidental, chez des gens qui ne sont pas humains. Vous n'allez jamais voir ça chez quelqu'un qui est né en Afrique, qui vit en Belgique depuis longtemps, et puis qui est retourné voir sa famille. Il a déjà été contaminé il y a longtemps et il est vraisemblablement humain. Okay, donc il ne va pas. Donc on voit, selon le profil du voyageur, il y a certaines pathologies qui sont possibles et d'autres qui sont quasiment inexistantes. Même chose pour les diarrhées bactériennes, c'est très souvent beaucoup plus fréquent chez les voyageurs. Par contre, pour la malaria, c'est un peu différent. Souvent, le voyageur de courte durée, va bien prendre sa prévention. Et finalement, on voit peu de malades, de touristes, on va dire, classiques, qui reviennent avec une malaria parce qu'ils ont été dans des bons hôtels ou bien parce qu'ils ont pris correctement leur prévention. Par contre, là, on voit beaucoup plus chez, justement, des patients africains qui pensent qu'ils sont immunisés, qu'ils ont eu la malaria dans l'enfance, ils ne l'auront plus, ils ne prennent pas de prévention. Vous avez tous probablement vu ça. Ils retournent en Afrique, ils ont perdu évidemment leur immunité, et ils reviennent malades. Et donc, on voit surtout ce qu'on appelle les VFR, les voyageurs qui vont visiter la famille et les amis, et les expatriés qui, bien entendu, après un certain temps, ne prennent plus leur prévention. Donc, c'est tout à fait... Donc, le profil du voyageur a une influence sur votre démarche diagnostique pour trouver la maladie. Et bien entendu, par rapport à des migrants, puisqu'on voit beaucoup de migrants aussi, là par contre, chez un voyageur migrant avec de la fièvre, les pathologies comme le VIH et la tuberculose viennent beaucoup plus haut dans votre diagnostic différentiel. Donc, vous voyez, ça quand même, il y a moyen quand même d'approcher les patients.
Très rapidement, est-ce que c'est grave la fièvre autour des tropiques? Nous, dans notre cohorte, mais qui était de nouveau fort sélectionnée, quand même 27% des gens doivent être hospitalisés, 27% des patients, ça c'est presque un tiers, 2% se retrouvent en soins intensifs, et il y en a quand même 9. Sur les 6 années d'études, 9 patients sont décédés 9 patients avec de la fièvre autour des tropiques. Et parmi ces 9 décès, on a eu 5 malarias. Donc sur 6 ans, on a quand même eu 5 décès à cause de la malaria. C'est la seule cause tropicale de décès. Les autres décès ont été liés à des maladies cosmopolites. Une personne avait une leucémie aiguë. Bon, elle est venue avec de la fièvre, elle revenait de Bolivie, mais elle n'avait pas quelque chose de tropical. Mais on ne le sait pas, évidemment, au moment où le patient arrive. Donc, c'est embêtant la médecine du voyage, parce que finalement, en tout cas par rapport aux patients fébriles, il y en a quand même certains d'entre eux, il faut quand même bien évaluer chaque fois, parce que certains d'entre eux peuvent avoir une pathologie grave, le plus grave étant bien entendu la malaria à Plasmodium falciparum, mais enfin une fièvre typhoïde, certaines leptospiroses, certaines rickettsioses peuvent être aussi extrêmement sévères. Et donc on peut quand même considérer que quand on prend à peu près une centaine de personnes en post-travel, donc après un voyage, quand on évalue une centaine de personnes malades, quand même il y a 5% d'entre eux qui sont à risque d'avoir une pathologie sévère. Et donc voilà, c'est une médecine où il faut être quand même relativement vigilant. On a parfois des mauvaises surprises, mais bon, vous voyez, de manière disproportionnée, c'est le Plasmodium falciparum qui est la cause essentielle des problèmes. Donc si je veux vraiment résumer les messages importants par rapport à la fièvre autour des tropiques, il y a à la fois des maladies tropicales et des maladies non tropicales. Vous ne devez pas oublier tout le reste, bien entendu. Il y a une approche diagnostique qui peut être facilitée par une bonne anamnèse, où le patient a voyagé, quel type de patient on a à faire et le délai entre la fièvre et le retour du voyage. Il y a quand même une morbidité assez importante, mais il y a une seule cause à rechercher en priorité, la seule cause tropicale de décès, telle qu'on l'a observée pendant des années et des années, c'est la malaria à Plasmodium falciparum, et c'est donc celle qu'il faut rechercher. Donc je résume avec un beau panorama, on aime bien faire ça en vers, des panoramas. Plasmodium falciparum, non falciparum, c'est un peu moins important. Les autres, c'est peut-être plus pour les infectiologues ou les gens qui voient régulièrement des voyageurs malades, dengue, fièvre entérique, donc fièvre typhoïde, etc. Il y a des autres maladies tropicales, notamment Ebola, mais là, je pense qu'il faut passer un petit coup de fil à Anvers, parce qu'on ne peut pas tout connaître. Les maladies du sommeil, les borrélioses tropicales sont des raretés. Les maladies cosmopolites, et puis il y a une partie qui est tout à fait inconnue, qui reste tout à fait inconnue, mais ces gens chez qui on n'a pas trouvé de diagnostic, aucun n'est décédé. Donc il n'y a personne dans cette cohorte de 2000 voyageurs, personne n'est mort avec une maladie mystérieuse qu'on n'a pas diagnostiquée. C'est quand même rassurant. C'était des maladies virales ou bactériennes auto-limitées en quelque sorte. Alors je vais terminer avec ça, parce que je vous ai fait comprendre que s'il y a une chose à garder en tête, beaucoup plus fréquente qu'Ebola chez les patients fébriles, chez les voyageurs fébriles, c'est bien la malaria. On a vu que quand même le risque est beaucoup moindre en Asie, comme vous pouvez le voir, et en Amérique latine, même s'il existe, donc soyez prudents, faites toujours un test, c'est vraiment une recommandation. Un test pour la malaria. En Jamaïque, il n'y a plus de malaria pendant des années, et puis là, il y a quelques cas de malaria de nouveau. Donc, ça bouge selon les pluies. Il y a des endroits où on voit presque plus de malaria, et puis l'année suivante, il pleut davantage, et il y a davantage de cas. Mais c'est clairement un problème de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, et un petit peu de l'Afrique de l'Est à l'heure actuelle, Madagascar et Mozambique. C'est vraiment de ces deux endroits-là, soyez toujours prudents. Quelqu'un qui vient avec de la fièvre d'une de ces deux zones-là, il faut vraiment traquer la malaria. Est-ce que c'est encore fréquent? Bon an, mal an, en Belgique, il y a 200-250 cas quand même qui sont diagnostiqués. Pas à l'Institut d'Anvers, en Belgique, et on couvre à peu près 80% des cas vraisemblablement. Donc, vous devez voir de temps à autre un cas, ici à Charleroi aussi, je pense. Et ça ne diminue pas vraiment au cours des dernières années, étonnamment. Qu'est-ce qui vous met sur la piste d'une malaria en attendant d'avoir le résultat de la goutte épaisse ou du test rapide? Il y a quand même quelques examens qui vous mettent sur la piste. Bon, à l'examen clinique, il n'y a que la splénomégalie, donc, mais là, c'est vrai que c'est un signe qui n'apparaît qu'après 2-3 jours. Il faut vraiment quelqu'un qui ait déjà de la fièvre depuis 3-4 jours pour qu'on commence à sentir la splénomégalie de manière clinique. Donc, ce qui vous met sur la piste, c'est le fait d'avoir une fièvre sans autres symptômes. Évidemment, il y a des malarias qui toussent, il y a des malarias qui vomissent, mais une fièvre sans autres symptômes, sans mal de gorge, sans tout, bon, ça c'est déjà, vous voyez, le lactate ratio, donc le pouvoir de confirmation est déjà relativement élevé.
si vous faites une prise de sang, donc, que vous obtenez relativement facilement, vous allez en général voir une hyperbilirubinémie. Vous savez que c'est un signe de l'hémolyse. La malaria est un parasite qui détruit les globules rouges, et tout ce qui va donner l'hémolyse, des signes d'hémolyse, et c'est surtout la bilirubine augmentée. Donc ça doit vous être un petit peu la puce à l'oreille. Et alors les plaquettes sanguines qui sont abaissées. La thrombocytopénie est un autre signe fréquent et prédicteur de malaria, qui vous mettent sur la piste en attendant les résultats. Alors, les diagnostics de malaria, il a beaucoup changé. Depuis 100 ans, au moins, on fait des examens microscopiques, et on en fait encore. Mais vous savez peut-être qu'il y a eu d'énormes progrès en diagnostic avec des tests rapides, un peu comme les tests de grossesse, des tests rapides pour la malaria. Et c'est la forme cassette que vous voyez en bas qui est de plus en plus utilisée, qui est de plus en plus emportée par les voyageurs aussi. C'est compliqué, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Il y a plusieurs types de tests qui sont basés sur la détection de différents antigènes du plasmodium. Certains tests sont spécifiques à falciparum et d'autres tests sont spécifiques à vivax ou à tous les malarias. Vous voyez qu'il y a des tests à 2 bandes, une ligne contrôle, une ligne falciparum. Il y a des tests à 3 bandes, falciparum, non falciparum. Il y a des tests à 4 bandes. Ça devient un petit peu compliqué. Ça devient même un peu compliqué aussi à interpréter. Il y a beaucoup de tests. Finalement, le problème actuel, c'est pas tellement d'avoir ces tests, on ne sait plus très bien lequel choisir. Il y a au moins 200 tests, 200 marques différentes qui sont produites, pas toutes avec de très bonne qualité. Donc là, il faudra voir votre laboratoire lequel il utilise. Mais ces tests ont encore quelques limitations qu'il faut connaître. Les faux positifs, ce n'est pas tellement grave en pathologie d'importation, c'est plus ennuyeux sous les tropiques, parce qu'on traite trop souvent avec la malaria. Les faux négatifs, ça c'est embêtant. Donc il y a encore des patients qui viennent, qui sont déjà malades, qui ont déjà de la fièvre et qui ont une parasitémie très très faible encore, qui n'est pas détectée par le microscope et qui n'est pas non plus détectée par les tests rapides. Donc il y a encore, c'est pas encore absolu parfait. On détecte 95% des cas, ce qui est déjà énorme comme sensibilité, mais c'est pas encore 100%. Donc on doit encore rester prudent. Ce n'est pas très bon pour détecter les malarias autres que falciparum, et là je n'insiste pas trop sur les tests HRP2 qui ont des petites faiblesses supplémentaires. Mais donc, en 2014, la recommandation, pour ceux d'entre vous qui travaillent dans les urgences et les hôpitaux, pour éviter justement, pour éviter les causes d'erreur et louper un cas qui peut être grave, c'est de faire toujours les 2 tests. On recommande de faire et la microscopie classique, donc ça, et de faire un test rapide. Je ne dis pas que c'est fait partout comme ça, mais c'est en tout cas la recommandation. En faisant 2 techniques très différentes comme ça, on diminue le risque d'erreur. Si vraiment la parasitémie est très faible, et il y a des gens qui sont malades et qui ont encore une parasitémie très très faible, si vraiment la parasitémie est très faible, les 2 tests peuvent le louper encore, mais c'est pas très grave, parce que justement, il y a très très peu de parasites. Là, le patient ne va pas mourir dans les heures qui suivent. Donc vous avez le temps soit d'attendre le lendemain matin, soit de faire revenir le patient. Si vous pensez, s'il a de la fièvre, vos tests sont négatifs et vous pensez quand même qu'il vient d'Afrique, il a un peu de thrombopénie, c'est peut-être quand même encore la malaria. N'hésitez pas à le refaire revenir le lendemain, parce que parfois alors, entre-temps, la parasitémie a monté et le test est devenu positif. Voilà, je vais passer un petit peu plus vite. Il y a une deuxième chose importante, il faut penser à la malaria, et je pense que en urgence, très rapidement, il faut s'assurer, voir si c'est une malaria compliquée. Il y a des critères de l'OMS qui ont été surtout développés pour les pays endémiques, et donc qui sont très cliniques, très simples comme ça, mais il y a des tests aussi qui ont été développés davantage pour les soins intensifs en Europe, donc une adaptation. Ce sont les mêmes critères, mais en Europe on a beaucoup plus, on peut mesurer le lactate, on peut mesurer le pH, etc. Et donc on a ajouté ces tests. Si vous êtes intéressé, les références sont ici. Mais c'est vraiment très vite, il faut s'assurer, est-ce que c'est un falciparum d'abord, et est-ce que c'est un falciparum compliqué ou non? C'est vraiment les 2 questions à se poser quand on a un patient avec malaria. Si c'est un falciparum compliqué, et je vous ai montré les critères, une parasitémie très élevée ou bien des signes de défaillance cérébrale, un patient qui serait instuporé, qui serait obnubilé, qui serait en coma, évidemment, un patient qui aurait des signes de défaillance hépatique, de défaillance rénale, ça c'est une malaria compliquée. En 2014, en principe, on doit le traiter avec de l'artésunate. On a utilisé pendant des décennies, on a utilisé la quinine pendant des siècles pour traiter la malaria, et la quinine fonctionne encore très très bien, mais l'artésunate a été démontré dans les 5 dernières années. Il y a eu énormément d'études qui ont démontré que l'artésunate fonctionne mieux. Donc si vous avez un jour un cas ou vous-même, il faut en tout cas... L'artésunate a été difficile à obtenir en Europe, mais maintenant il y a une voie
comment dire, un moyen d'obtenir ce médicament un peu miracle. Il agit beaucoup plus vite que la quinine. Il agit sur tous les stades du développement des parasites. La quinine met en général 12 heures encore avant de commencer à fonctionner. C'est pour ça qu'on voit souvent la parasitémie encore augmenter au début d'un traitement quinine. L'artésunate fonctionne immédiatement, pharmacologiquement, avec un log, une décroissance log 4 du nombre de parasites. C'est extrêmement impressionnant. Donc, artésunate, premier choix en 2014 pour la malaria compliquée. Pour les malarias non compliquées, on peut parfois traiter des gens ambulatoirement, on vient les garder à l'hôpital sous surveillance, mais leur donner un traitement oral s'ils ne vomissent pas. On le fait encore relativement souvent. Un patient sur 2, chez nous, on le traite ambulatoirement. Là, il y a soit le malarone, enfin l'atovaquone proguanil que vous connaissez pour la prévention vraisemblablement, mais qu'on peut utiliser en curatif. Soit, et c'est mieux à l'heure actuelle, un traitement qui est basé sur l'artémisinine, de nouveau pour la même raison pharmacologique. Il n'y a pas encore eu d'études head-to-head, donc d'études qui comparent les deux. Il y en a une en France actuellement, une grosse étude qui va comparer le malarone avec un des deux traitements, le Riamet ou le Artésime, un des deux traitements basés sur l'artémisinine. Et vraisemblablement, on démontrera aussi la supériorité d'un de ces deux médicaments. Donc il y a deux médicaments, Riamet ou Coartem, vous avez peut-être entendu parler si vous avez voyagé, c'est la même molécule, ou bien le Artésime qui est disponible aussi. Donc ça marche plus vite, c'est logique de le donner d'abord en priorité. Mais si vous n'avez que la malarone, c'est un bon traitement aussi, pendant 10 ans on a utilisé. Et si vous n'avez même pas malarone, parce que c'est trop cher, il y a même encore la vieille quinine, que vous associez à la doxycycline, qui est un bon traitement encore. Ce n'est pas un premier choix, parce que c'est un traitement plus long, 3 prises par jour, plus d'effets secondaires, mais ça marche encore tout à fait bien. Pour les formes non falciparum, le traitement actuellement reste toujours l'ancienne chloroquine, pas confondre chloroquine et quinine, avec parfois un traitement pour éliminer les formes qui restent dans le foie. Voilà, je ne sais pas, je vais peut-être m'arrêter là. La dengue, je passe un tout petit peu plus vite. On voit des cas, de plus en plus de cas en Belgique. Il y a des prédicteurs de la dengue qui sont la leucopénie, la présence d'un rash et la thrombocytopénie. Vous voyez un beau cas de rash associé à une dengue. Vous voyez, on me pose les doigts et on voit très bien la trace des doigts. La sérologie pose toujours problème et on a des nouveaux tests. Il y a aussi un test rapide qui est développé et qui commence à utiliser beaucoup à l'Institut parce qu'on a le résultat en un quart d'heure. Et comme la dengue est de plus en plus fréquente, c'est bien quand on a un patient fébrile d'avoir très vite. Une fois qu'on a éliminé la malaria, tiens, est-ce que c'est une dengue? Et alors on a le diagnostic rapidement. Voilà, le management, il est surtout supportif. Je laisse passer ça. La troisième cause dont je vous ai parlé, une image, c'est pour vous montrer l'African Tick Bite Fever, donc la fièvre africaine attique, qui est surtout en Afrique australe et qu'on voit très souvent chez les touristes, avec un ulcère cutané que vous voyez là, qui correspond à la nécrose, à un chancre d'inoculation où les rickettsis se développent. J'insiste pas, je vais passer la schistosomiase aiguë. Il faut se baigner dans des lacs en Afrique. Mais on voit quand même régulièrement des cas chez nous, c'est souvent en cluster, tout un groupe s'est baigné et tout le groupe revient. Le dernier groupe en question, c'était une vingtaine de personnes à Tournai qui, il y a 2-3 mois, se sont contaminées au Bénin. Donc c'est souvent en groupe. Le tableau est très peu spécifique, mais ce qui vous met sur la piste, c'est la présence d'éosinophiles. Donc une biologie de départ, vous êtes quand même beaucoup, soit la leucopénie, soit la thrombopénie, soit l'éosinophilie, ça vous met quand même bien sur la piste. Je passe vite les fièvres typhoïdes. Pour terminer maintenant avec toujours notre panorama, je vous ai mis simplement pour résumer l'absence de symptômes de localisation, la thrombopénie, la splénomégalie, c'est plus rare, et l'hyperbilirubinémie qui doit vous faire évoquer et penser au diagnostic en rouge, le falciparum. Et puis il y a des autres diagnostics tropicaux qui peuvent être évoqués avec d'autres signes, d'autres prédicteurs que j'ai mis là à côté. Je termine en disant que c'est vraiment le falciparum et la microscopie avec le test rapide qui devrait être fait d'office si on veut éviter des décès. Et après, il y a d'autres tests qu'on peut faire, mais de nouveau, il vaut mieux en parler avec l'infectiologue et peut-être parce que ce sont des techniques un petit peu plus sophistiquées. Voilà, merci pour votre attention.